Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le TD5 de Graph7 sur la synthèse de vernis polyuréthane. Donc c'est un système qui est assez gros, assez balèze. Alors on va en étudier seulement la partie Graph7 de production normale. Voilà, il y aurait certainement pas mal de choses autour de ce système pour tout ce qui est sécurité et l'arrêt d'urgence. Il faudrait envisager aussi qu'il y aurait peut-être des préchauffages de certains produits, le nettoyage du réacteur, ce genre de choses. Donc c'est un système qui va être composé de 3 séquences successives, 3 grandes séquences, qui ne pourront s'enchaîner et débuter chacune que par une intervention manuelle de l'opérateur. Donc c'est un système automatisé mais voilà, relativement manuel. Il reste pas mal d'opérations manuelles à faire. Peut-être des vérifications qu'il y a des flux présents sous le réacteur, que le réacteur est bien nettoyé, ce genre de choses. Alors on va distinguer, donc la première séquence c'est plutôt le remplissage, donc c'est le remplissage des cuves qui se situent en haut, donc des cuves de produits, voilà, j'ai plus les noms en tête, c'est polyalcool, xylène, etc. Bon, peu importe, c'est les produits A, B, C, D pour moi automaticien. On aura ensuite la séquence réaction, donc ça va être envoyer les produits dans le réacteur en ouvrant les électrovannes EVA, EVB, EVC, etc. Mélanger, chauffer, refroidir, etc. Donc c'est la fabrication réellement du vernis polyuréthane. Et puis la troisième phase, c'est la phase conditionnement qui va se situer dans le bas du schéma, qui va être vider le réacteur dans 4 fûts de 100 litres. On imagine que le réacteur fait 400 litres. Voilà. J'ai mis en couleur pour mieux voir ces différentes phases. Donc la phase remplissage va concerner le remplissage des cuves du haut, donc grâce aux pompes centrifuges qui sont situées ici. Et ces remplissages vont se faire que s'il n'y a pas assez de produit pour faire une réaction, donc que si les niveaux bas de chaque cuve ne sont pas atteints. Donc on imagine que si le niveau bas est atteint, on n'a pas besoin de remplir, on ne remplira pas. Et puis tant qu'à faire à démarrer un remplissage, on va faire tourner la pompe jusqu'à ce que le produit arrive au niveau haut. C'est très souvent une stratégie qu'on utilise sur les systèmes automatisés. La phase réaction que je surligne en jaune ici, donc c'est tout ce qui se passe dans le réacteur, donc envoyer les produits dans le réacteur, voilà, mélanger, chauffer, refroidir, etc. On verra qu'il y a une régulation tout ou rien de température avec KM6 et puis le thermocontact TC3 qui est représenté ici. Et enfin la phase conditionnement, donc c'est la vidange du réacteur dans 4 fûts de 100 litres qui vont se déplacer sur le tapis roulant en bas ici, avec détection de la présence d'un fût avec le capteur c'est un capteur sans contact qui est dessiné ici, un capteur optique qui va permettre de détecter si un fût est bien positionné sous le réacteur. Chaque séquence va être lancée manuellement par l'opérateur par l'appui sur un bouton poussoir. Donc on a 3 boutons poussoirs différents. SR, le bouton poussoir qui lance la phase de remplissage, DCY, le bouton poussoir pour lancer la réaction, et CD pour lancer le conditionnement. Donc je les ai remis ici en couleur rouge, jaune ou vert pour que ce soit bien net au niveau des 3 phases. Et puis on va trouver aussi, pour signaler à l'opérateur que le système est prêt pour la phase suivante, on va avoir un voyant en fin de chaque séquence qui va s'allumer, donc V1 pour dire que le système est prêt, qu'on peut lancer le remplissage éventuel des cuves, V2 qui va être même clignotant ici pour lancer la réaction. Alors le fait de faire clignoter un voyant va attirer un peu plus l'attention de l'opérateur sur le système, voilà, va favoriser peut-être que le système soit lancé plus rapidement et qu'on produise plus de produits, donc qu'on gagne plus d'argent tout simplement. Et V3 clignotant pour lancer le conditionnement, donc clignotant également. Alors, voilà, c'est un système qu'on va avoir de manière relativement simple. Ce sera un grand Graph7 quasiment linéaire. C'est un système pour les étudiants de deuxième année bioprocédés que vous reverrez aussi en travaux pratiques et vous serez amené à améliorer ce système-là. Donc découper ce Graph7 comme on l'a fait dans le TD précédent en 3 Graph7 esclaves, un pour le remplissage, un pour la réaction, un pour le conditionnement, et puis gérer un Graph7 de coordination de ces 3 grandes séquences. Il y aura d'autres modifications que vous verrez pendant les travaux pratiques. Alors c'est parti pour la première phase sur le remplissage. Alors le remplissage des cuves, j'ai remis le texte ici, alors je ne vais pas tout le relire, mais va se faire donc par des pompes centrifuges successivement, c'est les cuves les unes après les autres. Justement en TP vous verrez comment les remplir simultanément ou avec un léger décalage.
Donc on va remplir les cuves que lorsque le niveau bas n'est pas atteint. Si le niveau bas est atteint dans une cuve, on ne va pas du tout remplir, on va pas lancer la pompe centrifuge correspondante. Donc on va démarrer, bon, comme d'habitude, à l'étape 0. Je mets tout de suite le voyant V1 qui signale que le système est prêt, que l'opérateur peut appuyer sur le bouton poussoir, ici c'est SR, qui va lancer le remplissage. Dès le début, on va vouloir déjà tester si le niveau bas de la cuve A est atteint ou non. Donc c'est pour ça que dès le début, je fais une sélection de séquence, ici. Au moment où j'appuie sur SR, si le niveau bas est atteint, je vais passer par la branche gauche. Si le niveau bas n'est pas atteint, NBA bar, le capteur est découvert, il ne détecte pas de fluide autour de lui, il n'est pas immergé. Alors on va lancer le remplissage par KM1 pour le produit A. Et tant qu'à faire à lancer le remplissage, on va le remplir jusqu'au niveau. On évite toujours de démarrer une pompe pour quelques secondes seulement, en tant qu'à faire, donc on a toujours cette stratégie d'avoir un niveau qui oscille entre guillemets entre le niveau bas et le niveau. Donc on va remplir jusqu'au niveau NHA. On va refermer cette sélection de séquence. Ce qu'on a envie de faire, c'est maintenant tester le niveau bas de la cuve B. Donc ce qu'on a envie de faire, c'est faire tout de suite une sélection de séquence pour la cuve B. Si NBB est vrai, on va pas remplir. Si NBB bar est vrai, donc NBB est faux, pas assez de produit pour faire une réaction, on va passer par la branche droite. Alors vous voyez ici que c'est strictement interdit. On va avoir deux transitions de suite qui vont se faire, donc on ne peut pas faire ça. On est obligé d'intercaler, en gros ici, une étape qui va nous permettre de séparer ces transitions. Donc c'est ce que je fais tout de suite. Alors je vais gommer mes annotations. Donc je fais cette étape 2 qui sert simplement à séparer ces sélections de séquences, et puis je vais pouvoir maintenant tout tranquillement faire cette sélection de séquence. Donc si NBB est faux, alors je vais démarrer la pompe 2 jusqu'à NHB. Si NBB est vrai, je ne fais rien. Je ne lance pas la pompe 2. Même chose encore, une étape 4 qui va permettre de séparer avant de traiter la cuve C. Donc là c'est un copier-coller, c'est exactement la même chose. C'est 3 petits points, donc toujours pareil, l'écran est un petit peu petit pour tout voir apparaître sur le même écran. Donc je passe à une page suivante, où je mets 3 petits points, et puis je termine par la QFD, bien sûr, NBD, NBD bar, je lance KM4 jusqu'à NHD, donc c'est toujours la même chose, après c'est des petits points. Donc là, en gros, quand on a fini cette étape 7, ou si on est passé par la branche de gauche, on a fini cette phase de remplissage. Donc on va arriver à une étape 8 où j'allume le voyant V2 pour dire que le remplissage est terminé, l'opérateur peut lancer par le bouton poussoir DCY la réaction. Alors j'ai mis aussi, vous voyez le trait qui remontera de tout en bas du graphe 7, c'est un assez grand graphe 7 celui-là. Et donc, il va falloir qu'on fasse clignoter ce voyant V2. Alors, une façon de le faire, c'est justement de faire appel à un graphe 7 secondaire, un graphe 7 de clignotement qui va nous servir pour faire clignoter V2, mais aussi V3. Donc, j'ai tout de suite mis, vous voyez, V2 et V3. Donc, c'est un petit graphe 7 qui va se faire en 2 étapes, simplement. Je fais une étape, alors j'ai mis 100, peu importe, une étape qui n'est pas utilisée par le graphe 7 de production normale, qui va durer 0,5 secondes, une demi-seconde. Puis on va passer à l'étape 101 qui va elle-même durer une demi-seconde, et puis voilà, je reboucle ce graphe 7 là. Donc ça, c'est un graphe 7 qui va se faire dès le démarrage du système, de la mise sous tension. On va passer à l'étape 101, puis à l'étape 100, puis à l'étape 101, puis à l'étape 100, etc. Toutes les demi-secondes, on change d'étape. Ce qui veut dire que l'étape 100, qui est ici, va être vraie la moitié du temps. Donc l'étape 100, si vous voulez, elle clignote. Et je vais m'en servir pour faire clignoter le voyant V2, donc j'ai pas d'action associée sur ce graphe 7 de clignotement. J'ai juste créé une variable, x100 ou x101, qui change d'état toutes les demi-secondes, qui clignote à un rythme de 1 Hz. Et donc, x100 étant vrai seulement la moitié du temps, je vais m'en servir en action conditionnelle sur V2. Donc V2 va être allumé si je suis à l'étape 8, et également si la variable x100 est vraie. Et la variable x100 est vraie la moitié du temps, elle clignote. Donc voilà comment faire un voyant clignotant très très simplement en graphe 7. Donc une fois que l'opérateur a bien vu que le système était prêt, il a certainement fait des vérifications que le réacteur était suffisamment propre, la disponibilité de peut-être d'autres produits complémentaires, ou peu importe, il va pouvoir appuyer sur DCY pour lancer la phase de réaction. Alors la phase de réaction, là j'ai remis le texte, même chose, je ne vais pas tout lire ici, ce serait beaucoup trop long.
mais voilà, je remets ici l'étape 8 avec V2 clignotant grâce à l'étape X100. Donc quand j'appuie sur DCY, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer par faire couler le polyalcool par EVA jusqu'au capteur volumétrique XA, donc c'est un capteur qui va me dire que j'ai la bonne quantité de produit qui est passée. Alors, techniquement, c'est pas toujours fait comme ça, hein, ces capteurs, c'est souvent plutôt des capteurs qui vont envoyer une impulsion tous les X litres ou X millilitres, mettons une impulsion tous les litres, et puis il faudra plutôt mettre un compteur pour savoir quand la bonne quantité de produit est passée. Bon, là, on fait simple, hein, dans ce TD, on met simplement ça. Ensuite, on va envoyer le produit B dans le réacteur, jusqu'à XB, donc le VB jusqu'à XB. Ensuite, voilà, on lance l'agitation qui va durer jusqu'à la fin du cycle, donc KM7, en même temps qu'on ouvre l'électrovanne EVC, on envoie le troisième produit qui est le toluène dissocianate, ici, donc jusqu'à XC. Et puis vous voyez, alors souvent les étudiants sont un petit peu gênés par ça, l'agitation qui devra durer jusqu'à la fin du cycle. Alors il est possible d'utiliser une syntaxe qui mette à partir de maintenant la variable KM7. Alors d'ailleurs ce serait, je pourrais l'écrire, ce serait KM7 2 points égale 1. Donc à partir de maintenant, cette variable est toujours vraie. Et puis en fin de cycle, il faudra la remettre à 0. Alors j'aime pas trop ces actions mémorisées, c'est comme ça que ça s'appelle, parce que sur les étapes suivantes, 12, 13, 14, et puis beaucoup plus loin même sur le graphe 7, on verra plus ce KM7, et voilà, si je prends hors contexte un bout de graphe 7 qui est un peu plus loin, je vois pas que l'agitation est en cours, puisque c'est plus écrit à côté de chaque étape. Donc ce que je préfère faire, c'est mettre KM7 à côté de chaque étape. Autre souci avec ça, c'est qu'en cas d'arrêt d'urgence, il faut aussi penser à couper l'agitation. Si pendant l'urgence, je veux couper l'agitation, ce qui n'est pas sûr dans un cas comme ça. Bref. Donc je vais préférer mettre KM7 partout, c'est un petit peu lourd, mais d'un point de vue visuel, en regardant n'importe quelle étape du graphe 7, je sais exactement ce qui se passe à ce moment-là. Donc à l'étape 12, ensuite, on fait simplement une agitation pendant 15 minutes. Après cette durée, on va chauffer par des thermoplongeurs triphasés, donc alimentés par un contacteur moteur KM6, pour monter le mélange à une température, donc θ3, supérieure à la précédente. Donc on avait une réaction exothermique, tiens, il y a un petit glitch ici, il manque un θ ici. Ok, donc on va monter jusqu'à cette température donc qui est contrôlée par le thermocontact TC3. Donc quand TC3 passe à vrai, alors c'est que la température voulue est atteinte. Et à ce moment-là, on doit avoir une régulation qui doit durer 20 minutes. Donc on va maintenir la température autour de θ3. Pour faire ça assez simplement en graphe 7, on peut faire une régulation tout ou rien de température, si ça suffit. S'il faut une régulation PI ou PID, c'est possible aussi. Il y a des algorithmes PID qui peuvent être mis dans les automates, où on peut, pourquoi pas, démarrer ou donner un signal de départ pour un régulateur de température, si on a besoin d'une régulation un petit peu plus sophistiquée. Donc pour faire simple ici, on va faire une régulation tout ou rien de température. Alors, on l'a vu dans le cours aussi, ce truc-là. On va simplement, donc sur ces 20 minutes, pas faire chauffer tout le temps par le contacteur KM6, on va chauffer que si la température n'est pas atteinte. Et donc on va faire appel à une action conditionnelle, qui va être ici TC3 bar. KM6 va se faire si je fais l'étape 14, donc pendant 20 minutes, et si la température n'est pas atteinte. Donc dès que la température sera atteinte, KM6 sera coupé, la température va redescendre légèrement, TC3 va repasser à faux, donc TC3 bar va repasser à vrai, donc on va se remettre à chauffer jusqu'à ce que la température remonte au-dessus du seuil du capteur, auquel cas KM6 va être coupé, etc. On va avoir des oscillations de température. Si ça nous suffit, c'est très bien. S'il faut une régulation un petit peu plus précise, on peut faire un algorithme PI ou PID, par exemple. Au bout de ces 20 minutes de régulation de température, on va lancer le refroidissement, donc ces passages d'eau dans la double enveloppe du réacteur, c'est EVE, et en même temps envoyer le quatrième produit par EVD, l'acétate de butyl, jusqu'à la bonne quantité, c'est-à-dire XD. Je vais poursuivre ce graphe 7, cette partie réaction sur une diapo suivante, puisque toujours pareil, j'ai pas suffisamment de place sur l'écran. Donc j'ai repris ici ce qu'on avait déjà vu jusqu'à présent, avec cette régulation tout ou rien de température. J'aurais pu l'écrire aussi.
Donc c'est régule tout ou rien, TOR, hein, on écrit ça très souvent, de température. Oups, voilà. Ça c'est quelque chose qu'on a vu en cours aussi. Donc on poursuit par un refroidissement pendant encore 20 minutes, donc 20 minutes sur l'étape 16, avec VE ouverte, donc passage d'eau dans la double enveloppe du réacteur. Puis on laisse encore l'agitation seule pendant 5 minutes. Et enfin, voilà, une fois que les 5 minutes sont écoulées, on a fini la phase de réaction, on va pouvoir passer à la phase de conditionnement. Donc, avant de passer à la phase de conditionnement, j'allume un voyant V3 parce que l'opérateur doit valider le passage à cette phase de conditionnement. Et donc, toujours pareil, pour attirer un peu plus son attention, je vais faire un voyant V3 clignotant. Je réutilise l'étape 100 que j'avais utilisé pour V2. C'est le même rythme de clignotement, donc on ne pourra pas utiliser cette même étape 100. Si c'était un autre rythme de clignotement, je pourrais faire un autre graph set de clignotement qui contient les étapes 200, 201 par exemple. Alors ici j'ai mis CD, donc le bouton poussoir qui lance la partie conditionnement. Alors vous verrez que c'est pas exactement ça qu'il faut mettre ici, puisqu'on va avoir une sélection de séquences dès le début de cette phase de conditionnement. Alors je passe à cette phase de conditionnement justement, donc j'avais KM7 et puis V3 clignotant. Alors pourquoi j'ai barré le CD juste sur la diapo précédente, c'est parce que on va regarder d'abord si un flacon est déjà vide est déjà présent sur le transporteur sous le réacteur. Alors, on n'a pas de capteur d'ailleurs pour savoir si le fût, le bidon est déjà vide ou pas. On espère que c'est le cas. Il faudra y faire attention en fin de cycle de ne pas terminer avec un fût vide un fût rempli sous le réacteur, ce qui serait catastrophique puisque au cycle suivant on re-remplirait le même fût s'il n'a pas été enlevé par l'opérateur via un chariot élévateur par exemple, ou on a fait avancer le tapis roulant manuellement, etc. Donc dès le début on va regarder si un fût est présent, un P, ou absent, P bar. S'il n'y a pas de fût présent sous le réacteur, je vais faire avancer par le tapis roulant KM5. Alors vous voyez que j'ai KM7 tout le temps, ça c'est toujours l'agitation. Même pendant la phase de conditionnement, je veux maintenir l'agitation dans le réacteur, de manière à éviter par exemple que le produit prenne en masse dans le réacteur, ce qui serait très très embêtant bien sûr. Donc je fais avancer un tapis par le tapis roulant par KM5 jusqu'à ce qu'il y ait un fût présent sous le réacteur, donc détecté par le détecteur P. Et puis ensuite, je vais passer, j'ai un fût présent sous le réacteur, j'arrête de faire tourner le tapis roulant et je vais ouvrir l'électrovanne EVR sous le réacteur pour passer au remplissage de ce fût. Je saurai qu'il est rempli quand j'ai le capteur XV2 qui passe à vrai, un capteur volumétrique à nouveau. Puis qu'est-ce que je vais faire? Donc là j'ai fini de remplir un fût, je vais en gros recommencer. Donc ce que je fais avancer, je fais tourner le tapis roulant jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau fût présent sous le réacteur. Alors attention, ce que je viens de faire apparaître, c'est totalement faux, puisque le capteur P est déjà vrai. Si je fais comme ça, donc c'est similaire au TD sur le doseur malaxeur qu'on avait vu ensemble, si je fais ça, P étant déjà vrai, je vais avoir une étape 21 qui va durer un temps infiniment court, un cycle d'exécution d'automate, et donc je vais pas amener un nouveau fût. Si je fais ça, je vais me mettre à remplir le même fût. Donc il faut faire attention, il faut bien faire tourner le tapis roulant jusqu'à ce que le fût s'en aille, jusqu'à ce que P passe à faux, donc c'est pour ça que je mets P bar ici, vous voyez. Puis je vais faire tourner le tapis roulant à nouveau, je vais continuer à faire tourner le tapis roulant jusqu'à ce que P repasse à vrai, auquel cas je suis sûr que c'est un nouveau fût qui est présent sous le réacteur. À ce moment-là, je vais pouvoir remplir par VR jusqu'à XV2, donc toujours avec l'agitation à KM7 que je mets partout. Je trouve que c'est toujours préférable. Puis je fais avancer jusqu'à ce que P bar, puis P, puis XV2 avec VR, etc. Voilà. Donc 3 petits points, il faudra le faire 4 fois pour faire 4 fûts. Alors ça c'est la première version de la phase conditionnement. Qui est un petit peu longue, qui est pas très souple aussi, et puis ça va bien le faire si on a seulement 4 fûts à remplir. Si on a 40 fûts de 10 litres au lieu de 4 fûts de 100 litres à remplir, on imagine bien qu'on va pas mettre 40 x 2 x 3 même étapes pour faire ça. On pourrait aussi imaginer par exemple que sur cette même chaîne de conditionnement, on puisse avoir un conditionnement en 4 fûts de 100 litres, ou voilà, en 8 fûts de 50 litres, ou etc. Donc pour avoir un peu plus de souplesse, on peut plutôt faire appel à un compteur, il suffirait de
de régler différemment le capteur volumétrique ou d'en avoir pourquoi pas un autre. Donc on verra ça, hein, comment mettre en place un compteur, ce sera plutôt la version 3. Alors déjà, on voit que je fais avancer le tapis jusqu'à ce que P barre, puis je fais avancer le tapis jusqu'à ce que P, donc je fais partir le flux actuel et j'en fais amener un nouveau. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir condenser quand même, hein, donc ces deux étapes 21-22, je vais pouvoir les condenser avec une syntaxe qu'on a déjà utilisée sur le 2 malaxeur, à savoir front montant de P. Un front montant de P, ça signifie bien que P est déjà passé à faux, et c'est vrai au moment où P passe de faux à vrai, donc au moment où un nouveau flux arrive. Donc ça signifie que c'est l'apparition d'un nouveau flux, et donc vide, bien entendu, sous le réacteur. Donc on va pouvoir condenser un petit peu à chaque fois les étapes avec P bar puis P par une seule étape avec front montant de P. Voilà, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais c'est une syntaxe qui est très très utilisée, hein, très souvent, donc voilà, ça pose pas de problème à mon avis pour l'utiliser. Donc ça c'est en gros la deuxième version, hein, c'est très très proche. C'est toujours, alors je la fais apparaître, hein, pardon, c'est toujours sans compteur pour l'instant, hein, donc voilà, c'est pas très très souple, mais c'est déjà un petit peu plus court. Bon, pour 40 fûts de 10 litres, il faudrait quand même 80 étapes ici. Donc ça c'est un petit peu gênant. Alors la troisième solution, un petit peu plus complexe techniquement, d'un point de vue syntaxe, etc., c'est de faire appel à un compteur. Donc, je vais reprendre ce bout de cycle à partir de l'étape 18, hein, donc le début du conditionnement. Je retrouve toujours, hein, si j'ai un flux déjà présent, j'espère qu'il est vide, je fais rien, et si j'ai pas de flux présent, alors je fais avancer jusqu'à ce qu'il y ait un flux qui soit présent avec P. Puis donc je dois, dans tous les cas, remplir par EVR jusqu'à XV2, et c'est là que ça va pas mal changer, hein. Donc je fais avancer le tapis roulant jusqu'à ce que, alors voilà, j'ai un flux qui vient d'être rempli, donc je vais incrémenter un compteur, ici, un C1 2 points égale C1 plus 1, donc je prends l'ancienne valeur du compteur, j'ajoute 1 et je stocke ça dans la nouvelle valeur du compteur, hein, qui est à gauche, hein. L'affectation se fait de la droite vers la gauche, hein, toujours, et puis c'est 2 points égales pour une affectation. Donc très souvent dans les langages informatiques, hein, on différencie, toujours même, on différencie l'affectation, donc, qui peut être ici 2 points égales, et un test entre deux valeurs qui serait un simple égal. Bref. Donc ici je vais avoir une sélection de séquences, hein. Si mon compteur n'est pas arrivé à la valeur voulue, ici 4, mais encore une fois ça pourrait être plus souple, ça pourrait être 40, plus, voilà. Donc je vais avoir une boucle qui va se faire, comme ceci, qui va se faire ici 4 fois, pour remplir les 4 fûts. Donc je vais faire tourner le tapis roulant par KM5 jusqu'à ce que j'ai un front montant de P, donc nouveau fût présent sous le réacteur. Et si le compteur est inférieur à 4, hein, si je suis pas arrivé au 4e fût, alors je vais reprendre à l'étape 20, j'ouvre l'électrovanne jusqu'à XV2, puis je fais avancer le tapis jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau fût, et si le compteur est encore inférieur à 4, je recommence, etc. Donc ça va être une boucle qu'on va faire 4 fois, ou 40 fois si je mets 40 à la place de 4 ici. Et puis, quand est-ce que je vais quitter cette boucle, hein, qu'on fait en boucle, je vais quitter la boucle, hein, si le compteur est arrivé à sa valeur. Alors notez bien que j'ai pas mis C1 égale 4 strictement, même si ça devrait convenir en tous les cas, mais on préfère toujours envisager tous les cas possibles, donc on préfère toujours envisager les cas où si le compteur arrive à 5 ou 6 ou plus, que le système soit pas bloqué en étape 21. Donc je préfère mettre toujours, hein, systématiquement en informatique on fait toujours ça, on met un supérieur ou égal. Alors ici j'ai fait apparaître front montant de P et C1 supérieur ou égal à 4. Alors ça c'est pas forcément la meilleure façon de faire, même si ça peut convenir. Alors ça nécessite quand même que il y ait un 5e fût présent sur le tapis roulant. Or, si ça se trouve, voilà, on fait la dernière fabrication de la journée, il y a seulement 4 fûts sous le tapis. Bah là on ferait tourner jusqu'à ce qu'il y ait un 5e fût qui apparaisse, ce qui arrivera jamais. Donc je vais préférer une syntaxe, alors c'est un petit détail, hein, je vais préférer plutôt retirer ça, et puis plutôt faire tourner le tapis quand le compteur est arrivé à 4 ou éventuellement plus, jusqu'à ce que le fût, hein, le 4e fût qu'on vient de remplir, soit parti. Voilà, pour éviter de faire tourner le tapis pour rien si jamais j'ai pas de 5e fût. Voilà, c'est un petit détail encore une fois, mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je termine bien sans fût sous le réacteur, donc normalement on ne devrait pas passer par cette branche-là, au cycle suivant, à moins qu'il y ait un fût qui ait été amené manuellement par l'opérateur. On espère bien qu'il l'a amené vide, bien sûr, pour pas remplir 2 fois le même fût, hein, ce qui ferait déborder le vernis qu'on aura mis dedans, etc. Donc normalement on ne devrait pas passer par
par cette branche-là, mais voilà, on va la garder. Je vais faire disparaître ça aussi. Ok. Donc là, on a fini le cycle. Alors, ce qui manque quand même toujours quand on fait apparaître un compteur, donc là on a l'incrémentation. J'aurais pu l'indiquer. Hein. Donc ça, c'est incrémentation du compteur. Donc c'est compter plus 1, tout simplement. Hein. Là, on a les tests. Alors souvent, on a 2 tests sur les valeurs de compteur. Si le compteur est inférieur à ça, alors je fais ça. S'il est supérieur ou égal à ça, alors je fais ça. Pas forcément toujours, mais très très souvent. Et puis, il faut bien penser aussi à la remise à zéro du compteur. Parce que le cycle suivant, je veux bien repartir de 0 sur le compteur. Et c'est là que je le fais apparaître à l'étape 18, vous l'avez peut-être vu déjà, la remise à zéro du compteur. Sinon, le compteur va arriver à 5, etc. Donc, c'est aussi pour ça que j'avais bien prévu le supérieur ou égal à 4 ici. Hein, c'est des petits détails, mais bien penser à la remise à zéro. Hein, je vais noter R à Z, remise à zéro du compteur. Voilà, donc là, le cycle est fini, hein, quand je passe cette transition avec P bar et C1 supérieur ou égal à 4. Donc je vais pouvoir repartir vers l'étape 0, donc c'est un grand trait qui va remonter jusqu'à l'étape initiale. Donc voilà pour la correction de ce TD. Encore une fois, n'hésitez pas à chercher par vous-même, faire des pauses dans la vidéo, etc. Et puis, voilà, je vous rappelle que c'est un TD que vous reverrez sur un des 2 TP d'automatisme, et vous serez amené à l'améliorer, hein, justement à découper en graph set de tâches, à gérer le graph set de coordination, et améliorer le fonctionnement de tout ça. Voilà. Je vous remercie.